Il manque du monde. Hein. Sur Zoom, vous êtes prêts, on dirait? Ça va? Ça va, vous avez le temps de discuter sur Zoom? C'est un peu court. Oui, oui, on a eu le temps de discuter. On a été en petit groupe. Nous, on était trois. Oui, deux groupes de trois, oui. Mhm. Voilà. Et, On a bien discuté, oui. oui. Très On a bien. pu aborder toutes les questions. D'accord. Est-ce que c'est un peu court? Vous trouvez que c'est trop court, trois quarts d'heure, ou ça va? Sur l'ensemble des sessions, moi, personnellement, j'aurais bien rajouté 5 ou 10 Ouais. minutes. Soit, Oui. donc, soit on rajoute du temps, soit on enlève des questions. Quoi. Oui, Ouais, ouais, ouais. parce C'est que ça que la ça... pause, c'est bien quand même. Hein. Moi, j'ai besoin de pause. Oui, bah oui. Oui. Bien sûr, on a tous besoin de pause. Non, mais là, on commence à trouver notre rythme. Là, Ah, je super. trouve que on est là petit à petit, on arrive à mieux cibler, à moins s'éparpiller. D'accord. Est-ce que ça vous est utile, ces discussions? Vous trouvez que c'est utile ou pas? Personnellement, très utile. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. C'est Ouais. pas juste du blablabla comme ça pour passer le temps. Ça précise des choses, ça éclaircit, ouais, c'est Ça bénéfique. soulève d'autres questions aussi. Voilà, c'est le but hein, aussi, de soulever des questions auxquelles on n'aurait pas pensé si on est seul chez soi. On n'a pas, voilà. Alors, le fait d'être avec d'autres justement permet de voir les questions sous d'autres angles, différents angles. Ouais. Ça permet d'avoir une expérience autre que celle que l'on a soi-même. Voilà, donc c'est bien de faire ça sur Zoom aussi, puisque vous êtes chacun chez vous, donc ça vous permet de partager, de partager vos connaissances et essayer de... Il y a un écho, non? Attends. C'est parce qu'il y a le son de la télé, non? C'est ça? J'entends ma voix qui me revient comme un écho. Voilà, merci. Ah, c'est mon ordinateur. Ok. Tout le monde est là? On peut y aller? Ou il y en a qui sont dans le bardeau? Oui? Ah oui, mon masque. Merci, Julien. J'oublie le masque. Voilà. La discipline. Ok. Bien. Vous voulez commencer sur Zoom? Parce que sur les questions, est-ce qu'il y a faire remonter des choses que... Alors, Oui. ce qu'il y a de plus frais, c'est la dernière question. Oui. Donc, On c'est peut vrai commencer que par celle-ci. D'accord. c'est là où on a passé plus de temps parce que ça soulève des petits questionnements. Oui. Je rappelle la question, c'est la façon de rassembler les disciples, les 4 façons. Pourquoi il y a... Donc, on était sur le 1, on a un peu... C'est donner des biens matériels. Mais finalement, dans le Lamrim, on s'est rendu compte que c'était élargi à pratiquer les 3 perfections de la générosité. Exactement. Exactement. Les trois aspects de la générosité. Hein. Oui, voilà. Oui, de la perfection de la générosité. Oui. C'est pas que des biens matériels. Mais c'est aussi des biens matériels, oui. Et ça soulevait des petits questionnements. Comment amener la personne il y avait un... Comment il fallait faire la chose de manière désintéressée, quoi. Oui, mais bon, quand on est un bodhisattva, à ce niveau-là, je pense que le seul intérêt qu'on a, c'est le bien des êtres. Hein. Oui. Après, c'est ce côté de rassembler les disciples qui a une connotation un peu, pas péjorative, mais un peu cette notion d'embrigadement. Ouais, un peu racoleuse, quoi. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est vrai, moi aussi, au début, la première fois que j'avais entendu ça, je trouvais ça, bon, un peu... prosélytisme, etc. Pour nous, ça a des relents un peu, je sais pas comment on pourrait dire. Mais au final, on a résumé ça à ouvrir l'esprit de l'autre, en l'amenant dans des valeurs du Dharma. C'est ça. C'est ce que je pense qu'il a parlé, justement, Geshe-la en a parlé, de cette ouverture. Hein, donc je retrouve mes notes. Avec juste la volonté de diminuer la souffrance. Oui.
dans un premier temps. Ouais. Le rassemblement, c'est pas péjoratif, je pense, pas du tout. Non, pas ici, non, pas ici. Pas Au péjoratif, contraire. c'est pas le terme que vous avez employé de toute façon, en plus. Non. Mais Ouais. comme quand on est sur Zoom à 3-4, on, on obtient plus quand on est plusieurs. Oui, Et oui, plus oui, oui, intelligemment. oui, oui, oui. Plus intelligemment. Ouais. Voilà. Ok. C'est pour ça que le rassemblement me plaît bien, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu. Oui. Donc, pourquoi on parle de ça maintenant, de ces 4 façons de rassembler les disciples? En fait, c'était ça le but de la question. C'était vraiment pourquoi on parle de ça maintenant. On n'a pas les d'ici perfection, là on est vraiment, et on finit par la sagesse qui est sublime quand même, hein, dans les perfections, cette perfection de la sagesse. Et là on a l'impression de retomber d'un cran, et on revient à des choses beaucoup plus, disons, pratiques, quoi, disons, prosaïques, je ne sais pas comment dire. On parle de nouveau de rassembler des disciples, et c'est un côté un peu, oui, ça fait bizarre, disons, moi, je sais, la première fois que j'avais vu ça, j'avais trouvé ça un peu bizarre, que ça vienne là maintenant, alors qu'on était à un niveau très élevé. On a plutôt envie maintenant de développer la suite, c'est-à-dire la perfection de le calme mental et de s'engager dans l'acton, quoi. Mais pourquoi donc, pourquoi à votre avis, donc il y a ça maintenant? Ouais. Attends, oui. Attends, il y a Delino qui a une réponse. Oui, le micro. Justement, comme tu l'as dit, Christian, on est arrivé à un certain niveau, en toute humilité, qui fait qu'on a peut-être envie de vouloir, pas enseigner le Dharma, mais transmettre aussi ce que l'on a appris du Dharma à d'autres personnes. Donc, il nous enseigne, enfin, on nous montre des moyens habiles pour justement pouvoir y arriver. C'est comme ça que je le vois, en fait. Soit d'enseignement, mais à notre niveau à nous, en fait. Ouais, c'est pas mal, ouais. Très intéressant, ouais. Ouais. Yéché, micro. Pour vénérable Yéché. Pas encore. Faut qu'il y ait une lumière. Voilà. Okay, c'est le titre de la 4e partie. Comment guider les disciples par les instructions. Ça fait partie de comment guider les disciples par les instructions, oui, effectivement. C'est le 4e chapitre. Oui, on est dans oui, c'est ça. Tout à fait. Exactement. Oui. Sur Zoom aussi, oui. Est-ce que le transmettre le dharma ne fait pas partie des vœux d'un bodhisattva? C'est dans lequel? Vous les avez étudiés, les vœux de bodhisattva? C'est lequel? Alors, le numéro, je ne sais pas, mais c'est un des vœux, oui. Voilà, s'il faut transmettre. Voilà, si quelqu'un te pose une question, tu dois y répondre. Si tu peux y répondre, tu réponds. Oui. Ça fait partie des vœux de bodhisattva, effectivement. Oui. Exactement. Donc, ça rentre dans les pratiques des bodhisattvas, hein, d'enseigner. Oui. Enseigner aux disciples. Oui. Oui, moi je pensais à ce qu'avait dit Geshe-la ce matin. C'était d'amener les disciples à faire mûrir leur esprit. Et après, moi, ce que j'y voyais aussi, dans l'idée donc de rassembler les disciples, ben, moi, je voyais un retentissement. C'est-à-dire que comme on est, que ce soit au niveau individuel ou en groupe, du coup, quand on est amené à revenir, on va dire, dans nos situations au quotidien, ben, ça peut retentir aussi. Ça veut dire quoi, retentir? Et ben, du coup, comme notre esprit est en train de mûrir, ou comme on est en train de travailler sur nos perturbations, qu'on a des outils, du coup, on va tenter d'améliorer nos actions. Et en ce sens, voilà, je trouvais que
Enfin, que ça pouvait être une raison. Il me semblait que ça pouvait être une raison de rassembler les disciples, puisqu'on fait mûrir leur esprit. Et cet esprit qui mûrit retentit. Oui. Non, ouais, qu'il y ait des répercussions positives. Sur qui? Sur les autres qui nous entourent aussi. Le fait de faire mûrir les disciples a des répercussions positives sur ceux qui nous entourent. Oui, par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport à les gens avec qui on travaille, avec... Ouais, c'est pas tout à fait ça, non. Oui. Sur Zoom, sur Zoom. Pascal. Pardon. Xavier. Oui, tout simplement, je vais être un tout petit peu moins compliqué. Dans sagesse, il y a le mot sage. Mais on n'est pas arrivé aussi perfection. Et si on veut être un sage, donc arriver à la sagesse, il faut tout recommencer depuis le début. Et plusieurs fois. Ah bon. Qui a dit ça? Personne, c'est ce que je pense. Ah bon, ça me soulage. Ouf. Bon. Comment? Pour bien comprendre, quand on veut comprendre un livre compliqué, pour bien le comprendre, comment fait-on? Oui, on recommence. Mais sur la voie, quand on est la voie progressive, on essaye de ne pas retomber, de ne pas trop recommencer quand même. On avance. On avance progressivement. C'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Que ces 4 moyens de rassembler les disciples, donc viennent là, justement, pour comment aider les disciples par les instructions. Parce que tout ce qu'on a vu avant, c'était des moyens indirects jusqu'à présent. Hein. C'était des pratiques, c'était des méditations qui avaient un impact indirect sur nous. Tandis que maintenant, cet impact, on veut l'avoir directement sur les autres. Donc, c'est passé, si on veut, à un niveau direct, que ça touche directement les gens. Et les disciples, pas simplement la famille ou les proches, mais des disciples qui sont... ces enseignements s'adressaient à des moines, à des maîtres qui réunissaient des groupes de moines autour d'eux, mais bon, ça peut aussi considérer, bien sûr, des laïcs. Donc, c'est ça, je pense, que tu voulais dire, Yasmina, que c'était pour avoir un impact direct sur les gens que l'on réunit autour de soi. Donc, c'est ça. Et oui. Et c'est surtout... Attends, je termine. Et c'est surtout... pour établir une relation directe avec les êtres. Hein. Parce que tout ça, avant, ça restait quand même un peu indirect, quoi. Hein. Donc maintenant, on est dans une perspective où l'on a développé tout ça, on a cultivé tout ça, et on est dans une approche où on essaye d'aider directement les êtres en développant une relation directe avec les êtres. Ouais. Oui, pendant 5 ans, tu me disais quelque chose? Il y avait Patricia aussi. Patricia? Oui. Oui, mais bon, c'est pas grave. Après, moi, c'était peut-être encore plus simple. C'était du genre pour être sûr de ne pas oublier notre vrai objectif, qui est quand même pour le parachever, qui est d'amener tous les êtres à l'éveil. Donc, voilà. Oui, exactement. C'est amener, c'est direct, vouloir directement amener les êtres à l'éveil. Comment on va les amener à l'éveil, les êtres? Comment on va faire pour les amener à l'éveil? Hein? Comment? En donnant l'exemple, ça c'est la 4e. Hein. Vous avez vu que les 4 étaient progressifs, hein, quand même. Hein. Ça va, ça. Hein. Vous commencez par la générosité. Pourquoi? Parce qu'il faut pourvoir à leurs besoins, quand même. Hein. Puis la générosité, c'est une vertu, même mondaine, qui est plutôt attirante, quand même. Quand on est généreux avec les gens vont plus spontanément vers vous. Donc c'est une espèce de, on dirait comme un moyen habile pour attirer les autres. Et en plus, comme vous l'avez dit, cette générosité, c'est aussi la générosité du don du dharma.
Et donc, c'est le premier niveau, ça. Ça, c'est clair. Hein. Ça vous pose un problème, la générosité du... J'ai de la buée dans les lunettes, je ne vois rien du tout. Oui, ça vous pose un problème, la générosité, pour attirer les disciples? Vous trouviez que c'est un peu mesquin ou je ne sais pas? Non. C'est la motivation. Oui, c'est la motivation qui compte. Ouais. Donc le but, là, donc, c'est de mener les êtres à l'éveil. Et pour les mener à l'éveil, eh bien, il faut les attirer. Hein. On ne peut pas toucher les êtres si l'on fait qu'enseigner de manière lointaine ou indirecte. Il faut les réunir près de soi et leur donner des enseignements d'une manière généreuse. Et puis donc, cette générosité, le fait d'attirer des disciples, ça crée un terrain d'entente amical. Vous voyez comment se comportent les guéchés avec nous. Tout de suite, ils établissent un terrain d'entente, en fournissant ou en nous aidant, déjà matériellement, en nous fournissant un lieu, par exemple, où l'on peut pratiquer, où l'on peut se réunir. Tout ça, ce lieu n'est pas tombé du ciel. C'est parce que la Mayéché, la Mazopa l'ont établi. On mis des gens, on fait venir des guéchés ici pour enseigner. Il a fallu qu'ils créent. Ça, c'est la générosité aussi. Hein. Créer un lieu comme ça pour y amener des gens, pour qu'ils puissent venir étudier et apprendre tout ça. Et donc ça fait partie donc justement de la générosité de mener les gens à l'éveil. Créer une relation positive, hein, et en faisant en sorte de satisfaire les besoins immédiats des disciples. Hein. Sinon, ils ne vont pas rester. S'ils ont des décisions, ils sont obligés d'aller. Si les besoins immédiats ne sont pas fournis, ils vont pas rester, ils vont partir pour trouver de la nourriture ou du travail ou autre chose. Donc, c'est établir un climat déjà un peu de confiance. Ouais. Et c'est comme s'ils devenaient. C'est le quatrième point. Ils incarnent ce qui. Ils incarnent les... Oui, c'est le quatrième point. Oui. Ouais, on n'est pas là, doucement. On va progressivement, un par un. Je voulais dire la générosité... Pardon. Je voulais dire que tu nous demandes est-ce que ça nous pose un problème. Oui. En fait, leur générosité, c'est leur manière aussi d'incarner... comment dire, eux-mêmes sont généreux, quoi. Donc... ils nous montrent un peu... Ils ont pratiqué, oui, la perfection de la générosité, et c'est une conséquence de cette pratique aussi. Et nous montrent, en fait, ils sont un exemple, quoi. Donc, surtout, il faut bien voir que cet objectif, quand le Bodhisattva donne, c'est jamais égocentrique. C'est jamais pour en recevoir quelque chose, un bienfait personnel et tout ça. C'est uniquement dans la perspective du bien des disciples. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot générosité. Donc, il va donner, par exemple, des choses ordinaires aux gens, parce que par la suite, donc, ça va justement permettre de donner des choses beaucoup plus importantes aux gens. Hein. Mais la première chose, c'est de donner des choses matérielles. Hein. Et ensuite, grâce à ces petites choses matérielles, il va pouvoir donner des choses beaucoup plus importantes. Il y a une gradation, là aussi, dans la générosité. En fait, c'est une manière d'être utile, quoi, déjà au niveau ordinaire. Donc ça fait partie donc, des 4 moyens pour amener les gens à s'engager dans les pratiques spirituelles. Si on ne fournit pas les conditions nécessaires, les gens vont pas pouvoir s'engager dans les pratiques spirituelles. Donc ensuite, donc, il faut le deuxième aspect, c'est les paroles agréables. Bon, ça aussi, c'est pareil. Si vous attirez des gens, mais que vous les insultez ou tout ça, ils ne vont pas rester. Hein. Donc, c'est la deuxième méthode aussi, les moyens habiles d'utiliser des paroles agréables pour enseigner aux gens en leur transmettant les enseignements d'une façon agréable et pas d'une façon violente ou qui les heurte ou qui les rabaisse, par exemple. Hein. Voilà. Donc c'est une méthode aussi pour guider les gens sur la voie spirituelle en étant aimable, tout simplement. Et c'est une
Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite là-dessus? Sur les... Donc, la troisième, c'est de... C'était quoi la troisième, déjà? De les conduire selon leur objectif. Ça ne me parle pas, cette façon de... Faire en sorte que les disciples s'engagent dans la pratique. Voilà, c'est ça. C'est en fait faire en sorte que les disciples commencent à pratiquer. C'est pas que chacun, on dirait que chacun, ils ont un objectif particulier, qu'il faut les guider selon leur objectif particulier. En fait, c'est les amener à pratiquer la voie, tout simplement. Hein. Leur donner des instructions. Alors, bien sûr, oui, c'est ça que ça veut dire, des instructions personnelles suivant les différents disciples, mais pour les mener au même objectif. Hein. D'accord, on est bien d'accord. Le même objectif, ici, c'est l'éveil. Et de les amener donc à pratiquer, de leur donner des conseils dans ce sens-là. Et la quatrième, c'est de montrer que soi-même, on applique l'enseignement. Donc là, c'est assez clair, hein, il n'y a pas de chose particulière à dire là-dessus. Vous aviez dit autre chose sur ces quatre façons de ressembler les disciples qui étaient intéressantes ou... Oui. En fait, dans le troisième point, conduire les disciples vers leur objectif, c'est surtout leur montrer ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut éviter de faire, d'une manière très pratique, très concrète. En fait. Et le quatrième point, c'est donner l'exemple pour être soi-même crédible. Voilà. C'est pas le... Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bon. Il y a toute une explication très détaillée par la Tsongkhapa, justement, dans le Lamrim, le Lamrim Chenmo, le grand Lamrim, sur les 4 moyens d'attirer les disciples. Et donc, vous pourrez le lire. Hein, c'est assez complet là-dessus. Oui. Autre chose, un autre groupe pour un autre point? Non. Les autres groupes, qu'est-ce qu'il y a eu comme question ou comme réponse par rapport aux deux corps? On va reprendre c'est censé être une révision, donc on va revoir les différents points qu'il y avait. Donc Geshe-la a commencé son enseignement en parlant justement de l'enthousiasme, qui était vraiment que notre enthousiasme doit s'enraciner dans la compréhension de la loi du karma. Pourquoi? Elle dit ça exactement. L'enthousiasme doit s'enraciner dans la compréhension de la loi du karma. Ça va? Ouais? C'est clair? Pourquoi? Pourquoi cela s'enraciner dans la loi du karma? C'est ce qui donne la conviction. Ouais. À condition qu'on ait grâce au karma, on va être de plus en plus sûr de tout, quoi. En fait, parce que cause et effet, c'est... Mais pourquoi la conviction dans la loi du karma donne de l'enthousiasme? Parce qu'on est sûr que c'est le bon truc qui va nous rendre heureux. Parce que c'est quoi le truc qui va vous rendre heureux? Appliquer le chemin, quoi. Oui, mais c'est pas la loi du karma, ça, d'appliquer le chemin. Après, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent se... Soyez plus précis, soyez plus précis. Ah. Après, je sais pas, loi du karma, on comprend ce qui rend heureux, ce qui rend pas heureux. Et qu'est-ce qui rend heureux? Donc, sachant ce qui va nous rendre heureux, qui est de faire de la vertu, etc. Bon, la vertu. C'est ça qu'on va choisir d'appliquer. D'accord.
C'est la vertu qui va nous rendre heureux. Donc, en comprenant bien la loi du karma, on va s'engager dans la pratique de la vertu. Et plus on va s'engager dans la pratique de la vertu, plus on va être enthousiaste, plus on va avoir de l'énergie pour pratiquer. Très bien. Donc c'est ce qui amène la loi du karma. La réflexion sur la loi du karma amène naturellement à la vertu, à pratiquer les actions vertueuses. D'où l'importance d'avoir une conviction intime de la loi de cause à effet. Et donc, comment est-ce que la patience se relie à la loi du karma? Il a dit justement que c'était valable pour la patience et aussi pour la persévérance, cette conviction intime de la loi de cause à effet. On l'avait vu, on avait répondu, non? Oui, on l'avait répondu. On saute alors. On y avait répondu à ça. Donc, pour être complète, la pratique de la perfection, de la persévérance doit être combinée aux autres perfections. D'accord? Toujours pareil. Donc, il y a combien de perfections en tout? 7? 6? 10. 10? Ah, ça dépend qui parle, mais 10. Alors, on a 6, 7, 10. 10. 11. Qui dit les bateaux aux enchères? Non. Il y en a 36. Ben oui, si on les combine toutes. Ah, ça y est. Ben oui. Il y a 36 perfections. Et combinées. Plus les 4 dernières, non? Des fois, on dit perfection pour les 4 derniers moyens. Les moyens d'attirer les disciples? Ouais. On ne parle pas de perfection, non. On parle. D'accord. Je sais plus où j'ai lu. Enfin, je crois que je l'ai lu quelque part, justement. Okay. Non, on ne parle pas vraiment de perfection pour ça. Ok, perfection de la concentration. Quelle est sa nature? Ça va? Placement unifié, focalisation de l'esprit sur un objet vertueux. Le terme pour ici de la concentration en sanskrit, c'est dhyana. Ne pas confondre avec samadhi. En français, on a tendance à utiliser concentration pour les deux. Mais bon, il y a une nuance. On le verra, comme l'a expliqué Valérie, on le verra plus tard. Le samadhi fait partie des facteurs mentaux. La concentration, non, c'est dhyana, donc c'est l'état de concentration que l'on atteint quand on a placé l'esprit de manière complètement unifiée sur un objet vertueux. Il y a on trouve dans la loi de réalisation la concentration est le roi qui domine l'esprit. Donc, un truc comme ça, je crois que c'est dit. C'est pas vraiment. Ouais, le quoi? La souveraine. Oh. La concentration est la souveraine. Ah ben oui, parce que oui, féminin, oui, d'accord. Au lieu de dire le roi, on dit la souveraine. Oui. C'est pour ça que c'est traduit comme ça. Oui, c'est féminin, oui. Oui, d'accord. C'est la souveraine qui gouverne l'esprit. D'accord. Dans la mesure où l'esprit n'est plus agité par les perturbations mentales, comme d'habitude, et que donc l'esprit a repris le contrôle de lui-même. C'est le maître à bord, quoi, on pourrait dire. Si on les divisions donc, de la concentration, on a divisé en concentration mondaine et supramondaine. Donc la concentration mondaine, c'est quand l'objet sur lequel on se concentre, on lui attache une existence en soi. D'accord. À ce moment-là, cette concentration n'est pas propre au bouddhisme. On peut la retrouver dans d'autres traditions, et même dans la tradition bouddhiste aussi. On retrouve ce type de concentration mondaine.
dans d'autres traditions et dans la tradition bouddhiste. Ou elle peut être supramondaine. À ce moment-là, c'est des concentrations dans lesquelles l'objet est perçu comme étant vide d'existence en soi. Alors, donc là, il y a deux niveaux. Il y a une perception conceptuelle ou une perception directe. Okay ? Quand on parle de réaliser la vacuité, ça peut être réalisé de façon inférentielle, c'est-à-dire en prenant un objet, une image générique. Une image générique, c'est-à-dire une image générique de l'objet. On se forge, on se fabrique une image de l'objet, et c'est cette image donc conceptuelle que l'on va réfuter. Et donc on va arriver par l'analyse à des analyses de plus en plus subtiles, mais qui restent conceptuelles. La réalisation directe de la vacuité, c'est quand on perçoit directement la vacuité, sans que cette vacuité, elle s'appuie sur une image, sur une représentation mentale, on va dire. Image générique, c'est un autre mot pour dire représentation mentale. D'abord, on comprend la vacuité intellectuellement, en lisant, en écoutant des enseignements, on s'en fait une idée. Et puis après, on la comprend conceptuellement, la vacuité, si on y va progressivement. Dans notre tradition, c'est comme ça que ça fonctionne, dans la tradition. Ensuite, on l'analyse avec des réflexions, des raisonnements, jusqu'à ce qu'on arrive à une perception directe de la vacuité, sans analyse, sans qu'il y ait besoin chaque fois de ramener une analyse sur un objet. Donc ça, c'est la perception directe de la vacuité, et c'est à ce moment-là qu'on devient quoi? Un arat? Un arya, quand on perçoit directement la vacuité. Il faut recommencer? Mais elle n'était pas là hier. Ah bon? Non, on devient un arya, quelqu'un qui réalise directement la vacuité. Donc, ensuite, une division. Donc, ça, c'était la division selon la nature, concentration mondaine et supramondaine. Il y a une division aussi sous l'angle de leur orientation. Je ne sais plus pourquoi. Vous avez des. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est sur le calme mental. Elle est dirigée donc, vers le calme mental, vers l'atteinte de Shiné. Donc, Shiné, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'atteinte de Shiné? Qu'est-ce que c'est Shiné, en fait? Bon, on va le voir. Mais donc, juste pour voir grossièrement si vous avez une petite idée, mais je pense que vous en avez une. C'est ce qu'on appelle le calme mental, mais c'est quoi? C'est une réalisation qui arrive au bout de combien au bout de 9 stades, de 9 étapes, et on arrive à la réalisation du calme mental. Et pour atteindre ce calme mental, l'esprit doit être focalisé sur son objet, sans perturbation, sans distraction, sans agitation, sans torpeur, sans aucun obstacle. D'une manière conceptuelle ou non conceptuelle? C'est un grand débat. Tsongkhapa, justement, je veux faire de la pub un peu pour Tsongkhapa quand même, c'est pas souvent que je le fais. Là, il faut vraiment en faire. Dans son Lamrim, l'explication du calme mental a été reprise par tous les maîtres tibétains de toutes les traditions pratiquement, parce que c'est une merveille. La façon dont il décrit le calme mental, Tsongkhapa, dans le Lamrim Chenmo. Je me souviens avoir traduit un passage d'un maître Kagyu qui, je trouvais son explication du calme mental extrêmement bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il l'avait prise dans Tsongkhapa. C'était exactement mot pour mot Tsongkhapa qui était reproduite dans son livre. Parce qu'il faut vous dire qu'au Tibet, le plagiat, c'est pas un problème. Au contraire, c'est même plutôt bien. Ça veut dire que vous êtes d'accord complètement à 100% avec la vision de cet auteur-là. Et donc, lui prendre son explication, au contraire, c'est un signe que vous l'adoptez complètement. C'est pas malhonnête. Au contraire, c'est plutôt même élogieux donc, pour la personne.
Et donc, la partie calme mental de Tsongkhapa a été vraiment copiée, recopiée, et pratiquée, bien sûr, évidemment. Et c'est très, 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 très précis. Ça a soulevé beaucoup de débats aussi sur la conceptualité, la non-conceptualité. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Si on doit d'abord pratiquer le calme mental et après l'actong, si on doit pratiquer l'actong... Il y a toutes sortes de débats très intéressants qu'on peut retrouver dans Tsongkhapa. Il a soulevé beaucoup de points de débat, et justement pour bien cerner ce que c'est que le calme mental. Donc je ne sais pas si on aura le temps vraiment de les voir dans ce cadre du Lamrim, mais si jamais vous lisez le Lamrim Chenmo ou le prochain volume, le prochain volume des étapes de la voie de Geshe Sopa va être consacré au calme mental. Et il y aura donc 5 volumes. Ça, c'est le volume 3. Sur la voie du Bodhisattva. Il y aura un volume 4 qui sera sur Shiné, sur le calme mental, et un volume 5 qui sera sur la sagesse. Donc ces 2 volumes, à mon avis, ça va être du lourd. Très intéressant. Donc le deuxième, c'est la vue supérieure, mais ça sera donc le 5e volume, ce qu'on appelle l'Aktong, la vue supérieure. Et la troisième division, c'est l'union des deux. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on unit le calme mental et la vue supérieure, Parce que l'union des deux, c'est par l'union des deux, justement, que l'on réalise la vacuité. On ne peut pas réaliser la vacuité. Si on n'a que le calme mental, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'analyse. On va rester dans un état de calme mental où on est très bien, souplesse du corps et de l'esprit, mais il n'y a pas la réalisation de la vacuité. Donc on reste dans le samsara. S'il n'y a pas la réalisation. Enfin, oui, on reste dans le samsara. Et en plus, si on n'a pas développé bodhicitta, on reste même quasiment un être ordinaire. On n'est pas bodhisattva. Ce qui fait dire que nous, à un certain moment donné dans notre évolution du samsara, nous avons tous réalisé Shiné. Mais ça ne nous a pas aidé à sortir du samsara, puisqu'on est toujours là. Et puisque nous avons eu toutes les formes de vie dans le samsara, et forcément, à un moment donné, on a été des pratiquants de Shiné. Mais ça ne nous a pas servi à grand-chose. Enfin, si, peut-être pour mieux se concentrer sur son travail, ou je sais pas, il peut être musicien, par exemple, ou des gens qui ont besoin d'une grande concentration. Voilà. Ça peut venir de là, justement. Mais ça reste toujours dans le samsara. Donc c'est... Et si, oui, attends, je termine, pardon, je vais oublier, 2 secondes, merci. S'il n'y a que la vue supérieure, sans le calme mental, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a que la vue supérieure, on n'est pas libéré. On ne réalise pas la vacuité. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas la vacuité si on n'a que la vue supérieure? Ah oui, parce qu'il faut y amener le calme mental. Mais pourquoi il faut y amener le calme mental? Attends, le micro alors, parce que si en micro, c'est pas possible. Pour pouvoir percevoir la vacuité, il faut que l'esprit puisse se focaliser sur... Sinon, on multiplie, comme c'est dit dans le texte, on multiplie les analyses. On va multiplier toutes sortes d'analyses, mais finalement, comme notre esprit reste éparpillé, qu'il n'est pas concentré, on va passer d'une analyse à l'autre comme ça. Et donc, on aura beau multiplier sans cesse les analyses, on ne touchera pas le point sensible, le centre de la cible. Vous allez lancer vos trucs dans toute la cible, mais vous n'aurez jamais le point qui vous permet de réaliser la vacuité. Vous allez peut-être le percevoir, mais vous n'allez pas pouvoir rester dessus. Ça va vite, ça va tout de suite partir. Vous allez le perdre, ce point-là. Et le truc, c'est justement grâce au calme mental, vous allez pouvoir, une fois que vous avez compris la vue de l'Aktong, la vue supérieure, vous allez pouvoir y placer l'esprit dessus. Alors justement, il y a le débat ici. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le calme mental pour d'abord réaliser le calme mental et après y appliquer la vue pénétrante, la vue supérieure, ou au contraire, faut-il commencer par la vue supérieure et amener ensuite le calme mental? Ça a été un sujet de débat au Tibet aussi.
Et en gros, la réponse, c'est que ça dépend des disciples, en fait. Pour certains, il vaudra mieux, en général, il vaut mieux commencer par le calme mental, et après, quand on a une certaine dose de calme mental, ou un certain degré ou niveau, on peut amener, pour la plupart des gens. Mais il y en a pour d'autres, au contraire, suivant les empreintes karmiques que l'on a, si on a pratiqué beaucoup médité sur la vacuité dans les vies antérieures, on a une certaine familiarisation avec ça, beaucoup d'empreintes, et donc ça va aller plus vite si on commence par la vacuité et si on y amène la concentration après. Tout dépend en fait, de nos tendances et de nos empreintes. C'est en gros ce qui a été répondu. Mais l'idéal, donc, justement, c'est l'union des deux. C'est l'union du calme mental et de la vision supérieure qui permet donc cette réalisation. Alors, au début, cette réalisation, elle est conceptuelle et après, elle devient non conceptuelle. Mais on parle apparemment de réalisation de la vacuité déjà quand on la réalise d'une manière conceptuelle, à l'aide d'une inférence, d'une image mentale, d'une représentation mentale. Puisque c'est ça qu'on fait pendant l'acte. Donc, pendant la vue supérieure, c'est ça, on utilise une image mentale sur laquelle on pose la concentration. Et puis après, tout ça, ça va être expliqué en détail, ou plus ou moins en détail. Ensuite, la division sous l'angle de sa fonction. Alors, sa fonction donc, de la concentration, c'est d'amener un bonheur physique et mental, une souplesse physique et mentale. La concentration, en effet, Shiné, quand on réalise Shiné, on a une grande souplesse physique et mentale. On voit d'ailleurs les gens qui ont réalisé Shiné à ça. Ils ont une grande aisance, souplesse physique et mentale. Et donc ensuite, c'est facile à amener cette concentration sur n'importe quel objet vertueux. On peut après quand on a... D'où l'intérêt d'avoir cette concentration, parce qu'on peut l'appliquer à toutes sortes d'objets vertueux. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un outil absolument incroyable quand même, cette concentration. Si on l'utilise avec la bodhicitta, bien sûr. Si on l'utilise sans la bodhicitta, on reste prisonnier donc du samsara. Si on l'utilise avec la bodhicitta, elle s'amène à l'éveil. Donc à ce moment-là, l'esprit est tellement concentré qu'il est justement toujours concentré sur des choses vertueuses. Donc ça va très vite quand même à ce moment-là. Et on a parlé de la division sous l'angle de la fonction. Troisième aspect, c'est par rapport au bien d'autrui. Donc là, il y a eu des discussions. Jordan, tu disais là-dessus, sur le bien d'autrui. Non, tu veux prendre la parole ? Donc, oui, c'est en relation avec 11 types d'individus. Je vous ai donné la liste une autre fois. Vous voulez que je vous la relise ou c'est bon ? Ça va ? Il m'est venu une idée, mais je ne sais pas si c'est juste ou pas. C'est que Chenrezig a 11 têtes. La forme de Chenrezig a 11 têtes. Je me demande si ce n'est pas lié à ça. Si ces 11 têtes de Chenrezig ne sont pas justement... je ne sais pas, il faudrait que je demande à Geshe-la, mais... Pourquoi 11 ? Je ne vois pas trop. Dans d'autres textes, le chiffre 11, oui, il pourrait apparaître. Et à mon avis, ça pourrait être ça. T'as déjà entendu, Julien ? Non, non, tu ne sais pas. Parce que justement, Chenrezig, il dirige son action vers différents types d'êtres. Est-ce que les 11 visages ne seraient pas destinés justement aux 11 types d'individus qui les voient justement pour les aider ? 11 types d'individus. Ouais, c'est 11 types d'individus. Vous voulez... Non, c'est bon ? Vous voulez que je les redise ? Oui, je m'a demandé si on les avait vus. Je lui dis oui, alors il faut quand même que... C'est dans l'éthique. Je ne sais pas où exactement. Je crois que c'est dans la perfection de l'éthique. Page ? Dans quoi ? Dans ? Ah, c'est aussi là-dedans. Il y a la liste ? Ah, je l'avais bien alors. Je ne l'ai pas ici. C'est le commentaire ? C'est ce qu'il y a peut-être le meilleur. Ah, d'accord.
Ok, merci. Je ne l'avais pas vu que c'était en petite note, là. Oui, d'accord. D'accord, donc ces 11 conduites sont nécessaires, enfin, sont applicables pour aider ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui font erreur dans les méthodes correctes, ceux qui ont apporté leur aide. Non, c'est un peu bizarre, ça. Allez, excusez-moi, mais je préfère, je crois, l'autre version. C'est... Merci. Wow. C'est bon. Ça vaut le coup d'avoir... Ok, merci. 368 ? C'est ça. Ouais, okay. Donc, aider ceux qui souffrent. 2. Aider ceux qui ignorent les méthodes. Aider ceux qui peuvent être aidés. 4. Aider ceux qui sont en danger. 5. Aider ceux qui sont déprimés. En fait. Ceux qui risquent de se suicider, qui ont des tendances suicidaires, en fait. Hein, qui sont déprimés. C'est ça que ça veut dire. Aider les indigents, ceux qui sont affaiblis matériellement. Aider les sans domicile, qui n'ont pas de lieu de vie. Le 8, aider ceux qui aspirent, là il est dit ceux qui aspirent à la sérénité mentale. Bon, c'est pas forcément cela. C'est aider en fait tous les êtres qui, selon leur inclination, selon leurs aspirations, en utilisant les méthodes qui conviennent. Donc, ceux qui cherchent la sérénité mentale, on leur donne les méthodes, effectivement, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, j'ai l'impression. Ensuite, aider ceux qui sont sur la bonne voie. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà engagés dans une pratique correcte, on doit les aider à avancer, les guider encore plus loin, leur donner des enseignements et les encourager à progresser sur la voie vers l'éveil. Ensuite, 10, aider ceux qui sont sur la mauvaise voie, ceux qui empruntent une voie erronée, c'est les remettre sur la bonne voie. Et les autres, c'est aider ceux qui ont besoin donc d'être conquis par des pouvoirs surnaturels, par des miracles. Voilà, merci. Alors, il y a juste deux ou trois. En gros, c'est pareil presque. Merci. Voilà, donc voilà les 11 types d'êtres. Donc, comment l'engendrer, là encore, c'est en voyant donc, les bienfaits de la concentration. Vous les avez, les bienfaits de la concentration? Vous les avez notés? On les a, quelque part? Hein? Ouais, il a dit qu'il en parlerait quand on ferait Chine. Hein? C'est ce qu'a dit Tsongkhapa aussi. Oui. Est-ce que j'ai pas compris ce matin si c'était important que la concentration soit sur un objet vertueux. Il a dit quelque chose, mais... Oui. Et il faut que ça soit? La concentration, quand on parle de la perfection de la concentration, c'est sur un objet vertueux. D'accord. Hein? Après, pour s'entraîner, on n'est pas obligé de prendre un objet vertueux. On peut s'entraîner sur chiner, par exemple, en prenant différentes sortes d'objets. Mais la perfection de la concentration, ça touche un objet vertueux. Ça veut dire que ça crée quelque chose dans l'esprit qu'on se concentre sur un objet vertueux, en fait. Pardon? Ça crée quelque chose de différent, du coup, de se concentrer sur un objet vertueux. Ah oui. Dans l'esprit. Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'il est conseillé en général, quand on fait la pratique de Shiné, de prendre le Bouddha comme image, comme représentation mentale, plutôt que simplement le souffle, hein, ou la respiration. Bon, il y a le pour et le contre. C'est vrai que la respiration, on l'a toujours avec nous, hein, donc c'est quelque chose de très présent. On peut se concentrer sur le souffle à n'importe quel moment, hein, qu'on soit dans sa voiture, dans le métro ou ailleurs. Et avant de se coucher, n'importe quand, il y a toujours la respiration à notre porte. Mais ce n'est pas considéré comme un objet très vertueux, quoi. Par contre, le Bouddha est... voilà. Parce qu'en se représentant un Bouddha, on voit aussi toutes les qualités en même temps du corps d'un Bouddha. Hein, sa luminosité, sa clarté, comment, en plus ses marques majeures et mineures, tout ça, qu'on peut rentrer vraiment dans plein de détails et affiner. La concentration, ça reste assez grossier, quoi, malgré tout, par rapport à l'image d'un Bouddha. Mais dans les textes où l'on apprend à pratiquer Shiné, il y a toutes sortes d'objets, justement, qui sont évoqués, qu'on peut utiliser. Alors, en disant que certains sont mondains, d'autres qui sont vertueux ou d'autres neutres, quoi, disons. Si par exemple, on veut donner à l'esprit beaucoup d'acuité, hein, beaucoup de précision, ben, on va méditer sur une aiguille, par exemple. Une aiguille, c'est ce qui est dit dans certains textes. Comme ça me revient. Mais si on veut méditer sur la luminosité de l'esprit, on va méditer sur la lumière, sur la lumière d'une flamme, par exemple, sur une bougie. Hein. Mais bon, c'est pas des pratiques bouddhistes, ça. C'est des pratiques qui peuvent être faites par n'importe qui. Enfin, les bouddhistes ne sont pas n'importe qui, qu'on soit bouddhiste ou pas, quoi, je veux dire. Hein. Ça n'est pas obligé. Tandis que, en étant bouddhiste, la meilleure image qu'on puisse prendre, c'est celle du Bouddha. Voilà. Et là, on peut développer toutes les qualités, aussi bien l'acuité, si on se concentre sur certains aspects de son corps, que sa luminosité, etc. Donc, on va les retrouver. On n'a pas besoin de prendre un objet particulier. Il y a même des textes où on dit on peut méditer sur un galet, hein, sur un caillou, sur n'importe quoi. Hein. On peut prendre comme objet. Mais ce n'est pas très puissant comme méthode. Hein. Donc vraiment, ça veut dire, oui, si on se concentre sur un objet vertueux, forcément, ça va amener des qualités vertueuses. Puisqu'on dit que l'esprit devient l'objet, en quelque sorte, hein, quand on médite sur le calme mental. Il y a une fusion entre l'esprit et l'objet. Il y a comme une non-dualité. Hein. Il y a une fusion, je ne sais pas comment dire, une union entre l'esprit et l'objet. L'esprit devient l'objet. Donc méditer sur un caillou, pas très intéressant. Mais si on médite sur un Bouddha, votre esprit, il retrouve sa nature de Bouddha en quelque sorte. Hein. C'est beaucoup plus fort. Puis le Bouddha aussi, l'image d'un Bouddha, c'est quelque chose de très stable. Donc ça aide à la stabilité mentale aussi. Si vous méditez sur l'image, sur une bougie, une flamme de bougie qui vacille, c'est un peu... ça bouge, quoi. Donc l'image d'un Bouddha a beaucoup de qualités, en fait. Beaucoup de qualités. Luminosité, stabilité, tout ce qu'on veut développer par la pratique de Shiné, finalement. Hein, intensité, etc. Oui. Où est-ce qu'on en était? Il y avait des questions sur Zoom, non, tout à l'heure, il me semble. Non? Ah oui, par rapport à la concentration avec les 6 autres perfections. Donc chaque fois, donc Eshela va vite parce que bon, c'est un peu toujours pareil. Donc la générosité avec la concentration avec la générosité. C'est-à-dire, quand on pratique la concentration avec la générosité, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ça, c'est toujours pareil. Quand c'est la générosité, c'est toujours pareil. Amener les autres? C'est ça, c'est amener les autres à cette pratique. Toujours. Hein. En leur donnant des instructions sur la manière de méditer sur le calme mental, par exemple. L'éthique avec la concentration. Les deux, c'est quoi? L'éthique avec la concentration. Voilà, c'est facile. Rester vigilant.
C'est rester vigilant par rapport à quoi? Restons vigilants, veillons à ne briser aucun de nos vœux de bodhisattva. Voilà, en restant vigilant sur ses vœux. Je ne l'ai pas appris par cœur, je viens de le lire. Oui, ensuite, la patience avec la concentration. Simplement, quand on pratique le calme mental, c'est une sacrée discipline. On peut avoir mal aux jambes, mal au dos, etc. Et on ressentir pas mal d'inconfort physique et mental. Et donc, c'est la patience à ce moment-là. Donc, c'est d'endurer ces épreuves quand on pratique la concentration. Et l'effort joyeux, quand on pratique la concentration, c'est de ne pas se décourager parce que on se fatigue, quoi. C'est fatigant de se concentrer. Il y a des moments où on s'endort, on a des obstacles, on a de l'agitation, on rencontre... voilà. Et ça, c'est continuer malgré tout. Ne jamais se décourager. Et le faire avec une certaine joie aussi. C'est très important, ça, pour la concentration. Le faire avec joie. Concentration avec la concentration, c'est faire en sorte que les tendances, développer nos tendances constamment à la concentration pour pouvoir continuer à pratiquer. Et la sagesse avec la concentration, ça consiste... la sagesse, c'est le discernement, aussi, on l'a vu. C'est discerner quel est le meilleur objet que l'on peut prendre comme support de méditation. Et toujours pareil aussi par rapport à la sagesse, voir la vacuité des trois sphères. C'est-à-dire que l'objet de la concentration est vide d'existence en soi, l'acte de se concentrer est vide aussi, et le pratiquant de la concentration, moi-même, est vide. Donc toujours on retrouve ces trois aspects pour la sagesse. Voir la vacuité des trois sphères. Ça, vous allez le retrouver tout le temps. Donc, juste par rapport à la perfection de la sagesse, la nature de la sagesse, c'est une conscience qui discerne parfaitement les diverses caractéristiques et natures d'un objet examiné. Donc, en fait, en tibétain, c'est Sherab. Et Sherab, on le traduit parfois par discernement. Voilà. Et il y a deux mots qu'on traduit souvent par sagesse en tibétain, c'est Sherab et Yeshe. Souvent des noms de moines, d'ailleurs. On a Sherab. Mais il y a une grosse différence entre Sherab et Yeshe. Personnellement, je préfère Yeshe. Mais bon, je parle de cette sagesse. Moi, j'ai traduit en général. Oh là là. Le réveil est parti. C'est l'éveil. Merci, je le rappellerai tout à l'heure. Moi j'aurais tendance à traduire Sherab par discernement ou connaissance et Yeshe par sagesse. Yeshe, c'est la sagesse primordiale. C'est notre sagesse qui est toujours là. Qu'on rencontre des situations problématiques ou qu'on soit dans la... Voilà, c'est cette sagesse qui fait partie de notre nature de Bouddha, qui est complètement lumineuse. C'est la sagesse qu'on retrouve et qui se manifeste justement quand on atteint des différents types de concentration. Cette sagesse primordiale se manifeste, se révèle. Oui. Cette définition que tu viens de donner, la conscience qui discerne parfaitement les différentes caractéristiques et natures des objets examinés, c'est la définition de la sagesse. Ce n'est pas la définition de la perfection de la sagesse. Non, exactement. C'est la sagesse en général. Donc, si on rajoute perfection de la sagesse, il faut rajouter l'esprit empreint de bodhicitta, voilà, et qui appréhende les trois sphères de la vacuité. C'est ça. C'est ça qu'il faut rajouter. Oui, c'est ça. C'est un esprit empreint de bodhicitta.
Donc c'est bien nature de la sagesse, hein, cette définition qu'elle a donnée ce matin. Quoi? C'est bien ça, c'est les définitions de la nature. C'est par rapport à la sagesse en général. C'est dit aussi dans le Lamrim, d'une manière générale, la sagesse constitue un facteur mental, donc c'est pour ça que je l'appelle discernement, capable de discerner correctement l'objet d'analyse. Quand elle est jointe à la motivation de la bodhicitta, elle devient la perfection de la sagesse. Donc, et la vision pénétrante que l'on va étudier, la vision supérieure que l'on va étudier après, hein, c'est une forme particulière de sagesse. C'est une forme de sagesse. Donc là, on parle de la sagesse en général. Oui. Une conscience qui est capable de discerner par rapport au texte, là, oui, capable de discerner correctement l'objet d'analyse, l'objet que l'on analyse, qu'il ne se trompe pas, hein, qu'il discerne correctement. Si elle est jointe à la motivation de bodhicitta, ça devient la perfection de la sagesse. Hein, ça devient la perfection de la sagesse. Après, ce matin, Geshe-la, il a dit que son kappa, il disait ici, enfin ce matin, il a dit que dans le texte, oui. La Matson Kappa, il disait que ici, c'était les 5 sciences. Oui, ça touchait ce discernement, donc était appliqué donc aux connaissances c'est une connaissance en fait qui maîtrise les 5 sciences majeures: la grammaire, la logique, le bouddhisme, la médecine et les arts et métiers. Oui. Okay, donc sous-entendu, de toute façon, sinon c'est pas une perfection. C'est pour ça que voilà, c'est ça. C'était la sagesse en général, hein, d'accord. Hein. Et elle permet surtout de distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, en fait, hein, dans différents domaines. Donc les divisions, il y a la sagesse qui porte sur l'ultime et la sagesse qui porte sur le conventionnel. Sur l'ultime, c'est l'appréhension du non-soi, à l'aide d'une image générique ou d'une perception directe. Et celle qui porte sur le conventionnel, elle porte sur tous les savoirs relatifs, dont la maîtrise des 5 sciences. Si elle est destinée au bien d'autrui, c'est toutes les méthodes qui permettent d'accomplir les buts temporaires et ultimes des êtres. Hein, toutes les méthodes. Donc cette sagesse, elle permet de s'ajuster, d'ajuster l'aide en fonction de ce dont les autres ont besoin. C'est ce qui permet de reconnaître les qualités et les défauts des gens, des êtres, et de les aider à remédier à leurs défauts. C'est la sagesse aussi de l'analyse, hein, qui permet d'analyser donc son objet. Donc elle a pour avantage donc d'être le fondement de toutes les vertus, qu'elles soient perceptibles ou imperceptibles. Les vertus perceptibles, c'est quoi les vertus perceptibles? C'est celles, par exemple, il a dit celles qui nous rendent aptes à mieux écouter les enseignements. Hein, quand on écoute des enseignements, suivant, plus on a de discernement, plus on va comprendre le point essentiel. Et invisible, c'est toutes les consciences en fait, qui ont réalisé les différents niveaux de la voie, hein, différents chemins, qui ont obtenu, et qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont simplement des niveaux de conscience que l'on a et avec lesquels on progresse sur la voie. Et c'est plutôt des états, en fait, où on est. Donc, elle permet de mener à bien les 6 perfections, hein, cette sagesse, la sagesse du discernement. Sans cette sagesse, on ne peut pas mener à bien les 6 perfections. Ce qui m'avait amené à cette question, est-ce qu'on ne ferait pas mieux, finalement, de se concentrer que sur la sagesse, dans un premier temps, et puis, voilà. Pourquoi, à ce moment-là, pratiquer les autres perfections? Pourquoi perdre du temps avec les autres perfections? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de pratiquer uniquement la sagesse? Non. Oui, pourquoi? Oui. Delino? Déjà, comme on l'a vu depuis le début de l'enseignement sur les 6 perfections, c'est graduel. C'est plus facile de commencer par les plus simples
pour nous encourager. Ouais. La générosité, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer au quotidien facilement. Tout à fait, ouais. Et ainsi de suite. Mhm. Et ça, c'est le premier point, parce que sinon, on risque de se fouler la cheville à s'attaquer directement à la sagesse, qui est quand même, on l'a vu, à travers sa définition et ses pratiques, c'est quand même quelque chose de bien plus difficile d'accès. Oui, puis par les 5 perfections, on va acquérir des mérites qui vont nous aider à accumuler des mérites, justement, pour nous aider à y voir. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, et puis, ce que je vois aussi, c'est que tout est lié, en fait. Ce que je disais lorsqu'on était en groupe tout à l'heure, les 6 perfections sont liées. La sagesse toute seule, voilà, elle est certes importante, mais elle constitue un socle, mais elle a besoin des branches. Et les branches, c'est les 5 autres perfections, à mon sens. Et les autres perfections n'ont pas besoin de la sagesse? Ah si, justement, tout est lié. C'est pour ça que j'ai dit tout est Dans en les deux interdépendance, sens. en fait. D'accord. Tout à fait. C'est ça. Et grâce aux autres perfections, on développe aussi la bodhicitta, grâce à la générosité, entre autres. Donc, on tout développe est lié, en fait. les mérites. Les mérites, tout à fait, exactement. Les premières perfections, on développe les mérites. Avec l'autre, on accumule de la sagesse. Exactement. Ouais. Et les deux sont utiles, sont indispensables pour atteindre l'éveil. Ouais. On avait vu dans les étapes de la méditation. Je crois qu'on t'entend pas. Là, non on a vu les étapes de la méditation là, dans Kamalashila. Tu nous avais parlé d'un moine chinois qui disait on attend l'éveil. Est-ce qu'avec le subitisme, tu te souviens la dernière fois? Oui, vous avez parlé de ça. Ashang, ouais. Oui, Ashang, voilà, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est pas, est-ce que lui il pratique pas justement la perfection de la sagesse toute seule? Moi ça m'a fait penser à ça. Oui. Okay. Merci. Et il y avait une question que donc si on n'a que la sagesse, est-ce qu'on peut atteindre les 2 corps de Bouddha? Non. Et si on n'a que les 5 perfections, les 5 premières, est-ce qu'on peut atteindre les 2 corps de Bouddha? Non plus. Donc pour réaliser les 2 corps de Bouddha, corps formel et corps de sagesse, il faut les deux. Ouais. Ok, c'est bon, on peut arrêter là. Oui? Non? Une question? Non, c'est pas une question, c'est que hier, on avait parlé qu'on n'a pas eu le temps hier de faire la question, la dernière question qu'il y avait hier, c'était sur comment, pour le découragement, là, de trouver des pistes pour le découragement par groupe. De trouver des pistes pour le découragement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment ne pas tomber dans le découragement? Voilà, comment ne pas tomber dans le découragement. Alors, tu en as une? La première qui me vient, c'était revenir à la compréhension de la loi du karma. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ça. Mais après, c'était pas ça mon propos. C'était pas donner une réponse. C'était juste que j'étais intéressée de savoir ce qu'avaient répondu les autres. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu par rapport à ça? Pour éviter à notre niveau, pour éviter le découragement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se décourager? Du coup, dans notre groupe, on avait fait toute une liste. Oui. Oui, Cyril. Et donc, il y avait graduer ses efforts. Il faut que je m'en souvienne parce que c'est des notes. Se poser des objectifs réalisables. Méditer la précieuse renaissance humaine. Méditer la bonté des êtres. Remercier, avoir de la reconnaissance, connaître ses limites, faire du mieux qu'on peut, utiliser les outils du Lamrim, ça c'est un peu vaste, développer la joie, regarder où on en est aussi, comment on a progressé sur la voie. Oui, ça c'est important. Oui. Et puis voir les avantages, les bienfaits. Et les bienfaits et les inconvénients.
Et puis le karma, évidemment, que nous sommes tous responsables de notre propre bonheur. Voilà. Alors, je veux dire une chose, justement, pour terminer. Plus on va utiliser ces raisonnements, plus on va les brasser, les malaxer, les mettre dans notre esprit, plus ils vont être efficaces. Si on les entend une fois, comme ça, quand on va avoir des problèmes ou quand on rencontre, je sais pas, des problèmes liés à toutes sortes de choses, l'attachement, je sais pas, le découragement, et plein de choses. Si on n'a pas vraiment médité là-dessus, c'est bien beau d'avoir la réflexion, tout ça, mais ça risque d'être un peu faible, quoi. D'où l'intérêt vraiment de revenir dessus. Et ça, je crois que Geshe-la peut insister là-dessus, si on veut vraiment que ça soit efficace. Parce que sinon, un simple argument, ça ne nous aide pas beaucoup, quoi, en fait, s'il n'y en a qu'un. Et donc, c'est ça l'intérêt de la méditation, d'amener le maximum d'arguments pour que, quand on médite dessus, c'est-à-dire si on a un problème et qu'on essaie de l'analyser, on utilise vraiment ces arguments. Et plus on en aura, plus ça va nous aider. Parce que nous, on fonctionne quand même pas mal sur le mode émotionnel, quoi, plus que sur le mode logique. Pour les guéchés, bien sûr, qui sont habitués, tout ça, il n'y a pas de problème. Les émotions, ils arrivent complètement à les canaliser grâce au raisonnement qui les court-circuite. Ils ont fait des débats, ils ont pratiqué pendant des vingtaines d'années. Donc tout ça, c'est parfait, quoi, pour eux. Pour nous, c'est plus difficile, parce qu'on n'a jamais fonctionné comme ça. Ou pas trop, quoi, disons. On a plutôt fonctionné sur le mode émotionnel, en réagissant comme ça, avec les émotions. Et quand on est en prise à des difficultés, on a du mal à utiliser ces raisonnements. Ils ne viennent pas spontanément. Donc plus on va essayer de les percer, quoi, et de les utiliser, et de les pousser dans l'analyse, et plus ils vont être efficaces. Et c'est pour ça que Geshe-la nous incite vraiment à nous donner des raisonnements. Et je pense que ces raisonnements, c'est bien si vous avez un carnet et si vous les notez en fonction des différentes rubriques. J'avais un ami moine à Serra, il faisait ça. Une fois que j'étais allé le voir, il m'avait montré son carnet et c'était bourré de raisonnements sur lesquels il méditait en fonction des différents sujets. La précieuse renaissance humaine, je ne sais pas moi, sur la vacuité du soi, la vacuité des phénomènes. Sur tous les sujets, il avait des raisonnements appropriés sur la mort, sur l'impermanence, et à l'aide de citations aussi qu'il avait pris. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Quand j'avais vu son carnet, j'ai dit waouh, c'est un trésor, quoi, ce carnet, parce qu'il avait listé vraiment tous les. On devrait le publier même, ce carnet, parce qu'il y a tellement, c'est une richesse, je crois, incroyable. Donc si vous avez envie, si ça vous dit, et je pense que c'est vraiment utile d'avoir cet outil, quoi, à sa disposition, un carnet de raisonnement. Quand il perd, il faut en faire un double. Il faut mettre sur son disque dur, il faut le sauvegarder. Si on le perd, c'est le problème. Oui, de Lino, on finit, ouais. Après, non, c'est juste comme ça, c'est un truc qui me traverse l'esprit. J'ai remarqué ça par rapport à moi. Quand j'ai des problèmes, parfois, c'est pas parce que je vais utiliser un ou deux raisonnements que ça va résoudre le truc. Le problème, il va revenir 10 minutes plus tard ou 1 heure plus tard. Et de nouveau, voilà. Mais c'est à force, justement, d'utiliser des raisonnements. Et puis des différents types. Puis, à force, ça devient plus en plus efficace. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Christian. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu dans les vœux de Bodhisattva, pardon. C'est l'écoute, l'analyse, donc raisonnement, et méditation. C'est vraiment le trio gagnant, en fait. Hein. Ça fait partie de la réflexion. Exactement, tout à fait. De l'analyse et de la méditation aussi. Tout à fait. Et donc, ce que tu dis, c'est que à chaque fois que l'on rencontre une situation qui est liée aux émotionnels, c'est de méditer dessus et prendre un thème de méditation et d'apporter une analyse et de pouvoir le noter. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est l'utilité, c'est appliquer le dharma, quoi. C'est se servir du dharma pour
pour résoudre nos problèmes, quoi, pour résoudre nos difficultés. Ok. Si on ne s'en sert pas, ça c'est malheureux, quoi, ça ne sert à rien. Quoi. Et les noter au fur et à mesure. Ouais. Ok. Ouais, et puis ça marche. Bon, par exemple. Oui, parce que notre mémoire est assez limitée. Bien sûr. Donc c'est bien de les... Voilà. C'est juste une idée. Après, non, mais le trio gagnant, tu as raison. Je te rejoins en tout cas. Merci. Merci. Bien. Oui, Xavier? Mot de la fin alors. Hein? Oui, c'est le mot de la fin. C'est juste pour la méditation. Oui. Je ne suis pas trop méditation émotionnelle. Je suis dans l'émotion parce que j'en ai pris assez dans la tête. Et je suis plus dans le cartésien et dans la logique. Ouais. Et dans la méditation, c'est pour ça que j'ai du mal des fois à me... Il me faut au moins 5 à 10 minutes pour trouver une logique à ce que je veux faire. Oui, mais c'est bien de justement de prendre ces 5 à 10 minutes pour poser ça. Et puis après, tu vois, ça sera plus facile. Au début, c'est 5-10 minutes pour que ça soit clair. Et après, ça va diminuer. Après, ça sera 1 minute. Et après, tu n'auras même pas besoin. Ça sera constant, ça sera naturel. D'accord, merci. Avec plaisir. Bon, on va faire une petite dédicace. Pour dédier l'énergie que l'on a mise en place aujourd'hui et activée avec l'écoute de l'enseignement depuis ce matin, et qu'on a continué à développer dans la journée. Et justement, en essayant aussi d'appliquer de ce que l'on entend à ce qui se passe au quotidien, dans notre vécu. Donc, tout ça, ce qu'on essaye de... Donc, cette semaine, justement, ça concerne bodhicitta. Et bodhicitta, c'est le meilleur remède à tous les problèmes que l'on peut rencontrer, comme le dit Lama Zopa, Kunu Lama Rinpoche et bien d'autres. C'est l'arme, le remède, l'arme radicale qui résout tout. Donc on développe ce souhait, cette aspiration à utiliser bodhicitta, quelles que soient les situations que l'on rencontre, qu'elles soient bonnes ou heureuses. Donc, et on dédie ses mérites, justement, pour être capable de le faire en toutes circonstances. Merci beaucoup pour ces discussions animées et toutes les réponses que vous proposez. On se retrouve à 8h30 pour une purification totale du corps, la parole et l'esprit, des vœux, etc. Et voilà. Donc à 8h30, voilà, sur Zoom et ici. Voilà. À tout à l'heure. Merci.